Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global qui est un numéro un peu maladif, si j'ose dire, puisque moi en tout cas j'ai pris un peu froid. Toi tu veux passer sous on sait pas quoi, il vaut mieux pas savoir d'où tu sors à cette heure-ci, mais donc voilà, nous faisons un numéro d'hiver. Nous allons vous expliquer ce qui est l'important de l'actualité de la semaine. Bien entendu, et puis on va quand même commencer par quelques annonces. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner au fil Telegram gratuit du courrier. Restez libre. Telegram, c'est très pratique, c'est 15 secondes de téléchargement pour ceux qui ne connaissent pas. Point numéro 1. 2. N'oubliez pas que le courrier, ce ne sont pas seulement des interviews, des entretiens sur YouTube, ce sont aussi des articles tous les jours. J'ai l'impression qu'on est passé une moyenne de 10 articles par jour. On n'est pas loin, oui. Dont beaucoup sont sur abonnement, c'est 9,90 € par mois, mais ça vous permet d'avoir une information que vous ne trouvez pas ailleurs, et puis sur un ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Nous ne sommes pas de la presse mainstream et nous en sommes fiers. Nous sommes indépendants financièrement, donc nous avons besoin que vous vous abonniez pour que nous puissions continuer à travailler. Je rappelle que nous ne touchons pas 1 euro de quelque puissance occulte ni de quelques bienfaiteurs mystérieux. Et personnellement, je n'ai pas de fortune. Toi non plus, Edouard? Pas que je sache, donc, on a oublié de me le dire. Quoi. Et donc nous ne vivons que de notre travail. Nous n'avons pas fait une opération spéculative qui nous permet de financer des choses mystérieuses et nous n'avons pas gagné d'argent grâce à BlackRock ni à d'autres. Voilà, donc abonnez-vous et puis abonnez-vous à la chaîne Patrimoine sur YouTube où on va particulièrement cette semaine suivre les évolutions du budget et les risques que la France prend. Je coupe le téléphone. Les risques que la France prend désormais en s'exposant à la censure de son gouvernement sans possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale avant plusieurs mois. Voilà. Petit aparté avant que nous vous parlions de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. On vous avait promis une émission avec Edouard et avec Thierry Messon sur les BRICS. On a eu un contretemps. Edouard n'est pas disponible pendant 3 mercredis de suite, donc on fait avec. En revanche, on vous réserve une surprise. Ne la manquez surtout pas, la surprise, vous l'aurez probablement mercredi soir et vendredi soir, je pense, ou samedi. Il y a 2 surprises prévues cette semaine. Ne les manquez pas. Voilà, alors, on voulait faire un numéro très approfondi sur la Commission européenne parce que personne n'en parle et qu'il y a eu de nombreux débats. Et puis finalement, il y a une actualité qui est tout aussi européenne mais qui est plus militaire, dont on va vous parler plus longuement. Edouard, quand même, est-ce que tu veux dire quelques mots sur la Commission européenne, dont le fait qu'elle soit un non-événement, c'est-à-dire qu'au fond, elle est passée sous les radars en France, pratiquement, ça n'a intéressé personne, c'est déjà un signe qu'il y a un problème démocratique dans l'Union. Oui, alors il y a un facteur français qui est que les journalistes parisiens ont horreur d'aller à Bruxelles, ça les ennuie, et donc en fait, à une ou 2 exceptions près, il n'y a jamais eu de spécialiste de ce qui se passait à Bruxelles. Alors que c'est une si belle ville. Alors que c'est une si belle ville et que le bâtiment du Berlaymont est tellement beau. Et donc, dans un quartier tellement chaleureux. Voilà. Et il n'empêche que ça en dit long, de même que beaucoup de nos députés européens français sont absentéistes. Les journalistes français, c'est l'Arlésienne, et on sait que les gouvernements français successifs, et celui d'Emmanuel Macron au premier chef, est incapable de faire du lobbying pour placer les siens, en particulier dans les postes clés qui sont les directions de cabinet des commissaires et les postes de direction de la commission. Donc effectivement, ça n'intéresse personne, on ne sait pas, et puis après ça on va crier en disant « oh là là, on nous a dépossédés ». Mais il faut dire qu'il y a d'autres pays qui se battent pour éviter d'être complètement dépossédés. Alors je ne vais pas relancer le débat sur... il y a les Frexiteurs et puis il y a ceux qui pensent qu'on peut agir de l'intérieur, mais je constate que non seulement on ne fait pas le Frexit, mais en plus on ne fait rien pour agir de l'intérieur. Donc ça c'est la spécialité française, puis après on se plaint. Il y a eu effectivement un accord il y a quelques jours entre le PPE et les sociodémocrates et Renew, le parti centriste macronien,
pour s'accorder sur les 7 derniers noms de la Commission. Il y en avait 3 qui étaient un litige, commissaire espagnol, commissaire italien et commissaire hongrois. Et on a noyé ça dans une discussion sur les 7 derniers. Et normalement, Madame von der Leyen devrait avoir son équipe complète lors d'un vote mercredi. Sachant que ça a donné lieu à des tractations, puisque la commissaire espagnole, enfin pressentie, est socialiste, mise en cause dans la gestion des inondations récentes, et qu'elle est face notamment à un candidat hongrois qui, lui, n'est pas socialiste. Voilà. Et que donc il y a, tôt ou tard, la question qui se pose en France de la même façon, de la capacité qu'ont les partis traditionnels, si j'ose dire, à intégrer des tractations avec les populistes. Notamment, c'est le CRE, c'est ça le nom du parti alors, le CR, ECR, qui est le parti conservateur qui regroupe notamment les troupes de Mélanie. Dans toute cette opération, j'ai lu que Ursula von der Leyen intriguait fortement pour que les commissaires choisissent des directeurs de cabinet allemands. Oui, elle continue ce qu'elle a fait lors de son premier mandat. Parce que ça permet, du coup, à l'Allemagne et à Ursula von der Leyen de piloter les commissaires un peu trop lunaires. D'abord, elle est paresseuse, donc elle préfère parler allemand qu'anglais. Sauf que son anglais est quand même pas magnifique, on ne va pas s'extasier. Et ensuite, c'est effectivement un noyautage. Alors, elle le veut d'autant plus qu'il y a souvent des conflits avec Berlin, ça il faut pas sous-estimer, puisque Berlin défend une forme de souveraineté allemande, et donc Ursula von der Leyen veut avoir les siens, et elle veut en particulier un réseau d'informateurs qui lui permettent de maîtriser ce que fait le chancelier allemand. Dans l'affaire, toi, tu n'as peut-être pas vu ça quand tu étais dans l'active, si j'ose dire, mais moi, je me souviens quand même, puisqu'en plus, j'ai géré du personnel qui était envoyé comme expert national détaché à la Commission européenne, du personnel français. Il y a cette étrange manie en France de considérer que notre influence... Alors, moi, j'ai connu ça du temps où la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union, mais il y a cette incroyable idée en France que notre influence au sein de l'Union est naturelle, qu'on n'a pas d'effort à faire pour la défendre. Et je me souviens que la grande manie des administrations centrales, lorsqu'elles voulaient se débarrasser d'un énarque pas excellent, pas brillant, c'était de l'envoyer à Bruxelles en disant « Bruxelles, c'est le cimetière des éléphants français ». C'est-à-dire que les bons, ils ne vont pas à Bruxelles, ils restent en France. Et tous ceux, je me souviens, j'ai quand même des exemples en tête très précis, puisque moi je gérais les carrières, d'administrateurs, donc d'énarques français qui étaient partis comme experts nationaux détachés à Bruxelles. Lorsqu'ils revenaient, on considérait qu'ils n'avaient rien appris et qu'ils avaient eu quelques années de chômage. Comment on explique, Édouard, ce mépris de la caste française pour le fonctionnement de l'Union, dont on sait pourtant qu'il est essentiel dans nos vies quotidiennes et dans nos institutions au jour le jour? Alors, pendant longtemps, la France a dominé les nominations dans la communauté européenne, donc que ce soit l'Union européenne. Il faut se rappeler qu'on a été à 6, puis à 9, même à 12. On arrivait encore à peu près à... Et puis on avait des partenaires qui étaient relativement bienveillants. Jusqu'à Schröder, il y a une espèce de consensus qui fait qu'on ne se fatigue pas. Et on ne voit pas que la façon de se comporter du haut fonctionnaire français est de moins en moins adaptée à une Europe élargie et où il faut aller courtiser les petits pays, comme on dit, précisément parce que tous les votes comptent. Or, je ne vais pas dire du mal de l'ENA, rassure-toi, mais je n'ai pas d'action dans la maison ENA, qui n'existe plus d'ailleurs. Voilà. Le haut fonctionnaire français qui arrive considère qu'il a reçu la meilleure formation du monde et que tout le monde doit s'extasier devant le fait simplement qu'il entre dans une pièce. C'est surtout le cas des Sciences Po. Ouais. C'est-à-dire que moi qui n'ai pas fait Sciences Po et qui ai fait l'ENA par la petite porte, puisque je suis interne, j'ai jamais eu cette idée et je ne suis pas sûr que beaucoup l'avaient. En revanche, ceux qui avaient fait Sciences Po Paris, ils avaient cette conviction. Et c'est ceux-là qu'on envoie souvent. Alors, en fait, c'est eux qui tiennent un peu les institutions je pense notamment au secrétariat général aux affaires européennes, qui est
l'instance pivot, c'est un peu eux qui tiennent la relation globale avec la Commission européenne. Mais Macron est caricatural de ce point de vue-là. D'ailleurs, Macron finit, j'aime pas beaucoup Thierry Breton, mais enfin, c'était quand même mieux que Stéphane Séjourné. Et Macron finit par envoyer Séjourné. À la demande d'Ursula von der Leyen, oui. semble-t-il. Ouais, c'est un résumé, effectivement, de l'attitude habituelle de l'énarchie vis-à-vis de l'Union. Si on peut dire 3 mots de la défense, puisqu'il y a eu, tout ça est passé sous les radars, personne ne s'en occupe, mais donc l'Union européenne qui prend conscience qu'il va falloir mettre de l'argent dans la défense, à une période où l'argent, on ne le trouve pas sous sa botte d'un cheval. L'Union européenne a validé le principe de l'utilisation du fonds de cohésion pour acheter des armes. Est-ce que tu as vu que la France, donc qui était d'accord avec ce principe, s'opposait à ce que les achats d'armes avec ces fonds de cohésion aillent au bénéfice d'armes étrangères? Oui. Et exigeait que les fonds européens servent à acheter des armes européennes, ce qui ne me paraît pas totalement absurde. Non, mais le problème c'est qu'on va dire les choses, mais on ne se battra pas pour les imposer. Alors, et puis, il m'a semblé voir que la Roumanie achetait des F-35. Alors donc, le Financial Times, je crois que c'est le Financial Times, constatait ce matin que finalement l'opposition de la France à l'achat d'armes étrangères, enfin non européennes avec des fonds européens, avait cessé. Et qu'on a validé le fait que l'argent européen pouvait servir à acheter des armes non européennes, ce qui est quand même fascinant. Oui, bien sûr. Qui dit simplement deux choses, notre vassalité envers les États-Unis, et puis le fait que ce qui est important, et c'était déjà dans le traité de Maastricht, mais là ça devient de plus en plus évident, c'est l'OTAN. L'OTAN est au cœur des institutions européennes aujourd'hui. Alors, on va en dire 3 mots, mais je vais te piéger un peu. Est-ce que tu veux nous dire quelques petites choses sur les élections en Roumanie? Alors, ça, c'est la colle du jour. Les élections en Roumanie. Il y a eu des élections en Roumanie, figurez-vous. Oui, hier après-midi, quand on regardait ce qui se passait, on nous expliquait qu'il y avait un candidat d'extrême droite qui allait émerger, qui finalement... Qui était en tête dans les sondages. Qui était en tête dans les sondages, qui finalement s'est retrouvé 4e. Et alors il y a un autre candidat qu'on ne sait pas comment qualifier, sinon comme nationaliste et pro-russe, qui a créé la surprise. Un communiste, en fait. Ça doit être ça. Du communisme. Ça doit être ça. Qui est en tête. Voilà, et qui a créé la surprise. Alors donc, ça nous amène évidemment au sujet... Au moment où la Roumanie achète des F-35. Ce qui montre que voilà, nous sommes bien d'accord, et ce qui nous amène à évoquer le sujet que vous attendez, qui est l'Ukraine et cette étrange escalade dont on nous parle, mais on ne sait pas très bien où on va, dans les relations avec la Russie. Est-ce que tu peux nous faire un point? On en avait parlé la semaine dernière, tu avais dit mais non, il n'y aura pas de guerre nucléaire, on n'en est pas là. Mais depuis, un certain nombre d'événements sont intervenus quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire depuis la semaine dernière? D'abord, je confirme, même si ça peut étonner, mais qu'il n'y a pas eu d'autorisation formelle de Joe Biden pour des tirs à longue portée. Ça, c'est important de le savoir. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Joe Biden sucre les fraises de plus en plus. Et ensuite, en réalité, c'est sans doute ce qu'on va expliquer assez longuement aujourd'hui, il y a une lutte d'influence entre le State Department, où sont les néoconservateurs, et le Pentagone, qui, je vais expliquer pourquoi, a peur d'une escalade avec la Russie. Donc, il y a une espèce d'équilibre. Simplement, c'est compliqué même au Pentagone. Et puis, on va y revenir aussi tout à l'heure, l'équipe Trump, c'est pas des pacifistes. Il y a un jeu qui est très compliqué et qui fait que les néocons ont réussi à arracher au Pentagone la possibilité de jouer avec les mots par rapport à l'idée qu'on ne lancerait pas de missiles à longue portée. Finalement, alors je l'explique simplement, il y a les missiles dont on parle, les Storm Shadow, les Scalp et les attaques MS américains, ils ont déjà été tirés sur la Crimée.
et puis sur les territoires, bien sûr, annexés par la Russie en Ukraine. Et donc là, il s'agit de jouer avec les mots et de dire, mais on va juste les tirer à la frontière, à Koursk, à Bryansk, dans un périmètre relativement limité. Alors le Pentagone accepte. Pourquoi ? Parce que il se dit, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de ces missiles, il y en a sans doute plus qu'une cinquantaine, donc le stock sera vite épuisé, premièrement. Et deuxièmement, on a tellement peur de se faire descendre par les S-400 russes qui arriveraient à démolir un F-16 et qui arrêtent beaucoup de missiles que on tire de loin. Donc, ça ne va pas aller très profond dans le territoire russe. Sauf que les médias ont commencé à expliquer que Joe Biden avait donné l'autorisation de tirer en profondeur sur les territoires russes. Et donc c'est là qu'il y a un développement qu'on n'avait pas anticipé. On se demandait si les Russes allaient riposter. Et c'est là que Vladimir Poutine a décidé de riposter de manière extrêmement démonstrative avec un discours à la clé. Alors, en quoi consiste la riposte de Vladimir Poutine ? Alors là, il y a eu un tir de missiles à tête multiple, considéré comme de portée intermédiaire, sur une usine de fabrication d'armes, en particulier de missiles, une usine souterraine largement pour le site de fabrication, à proximité de Dniepropetrovsk, Dnipro en ukrainien, et c'est un missile de type hypersonique, qui a circulé à Mach 10, Mach 11, et on a des images... C'est-à-dire, en gros, 9000 km/h. Même plus, puisque c'est Mach, c'est 1500. C'est 1500 ouais. Je pense que c'est vrai. Ah oui, non, c'est un truc très rapide. Hein, et puisque, en fait, ce qui impressionne, c'est qu'on a juste un jet de lumière et on n'entend pas de son parce que la vitesse d'arrivée est tellement rapide que, en fait, le missile pénètre très profondément dans le sol. Et l'utilisation de ce missile a été pour détruire cette usine de la période soviétique, puisque c'était en Ukraine, la période soviétique, déjà une usine d'armement, et donc Poutine a voulu montrer que la Russie était capable de frapper de manière foudroyante, et alors il a insisté lourdement sur le fait que c'était un missile qui aurait pu porter des têtes nucléaires mais qui portait des charges conventionnelles, et donc il en a profité pour dire que cette fois-ci la Russie avait touché en Ukraine un objectif, mais que si le temps continuait dans l'escalade, on pouvait imaginer que des infrastructures d'armement européennes ou même américaines pouvaient être visées. Alors, voilà la teneur de son discours. On va approfondir, mais dans le même temps, donc, il y a eu une révision de la doctrine nucléaire russe. Oui, alors on a abaissé, les Russes ont abaissé le seuil de la réaction nucléaire, c'est-à-dire que la question décisive pour la dissuasion nucléaire, c'est de savoir à partir de quand la dissuasion nucléaire peut entrer en service pour dissuader l'adversaire. Et Vladimir Poutine, il l'avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines, mais il l'a publié mercredi de la semaine dernière, officiellement, a signé cette modification de la doctrine qui prévoit que en cas de menace jugée existentielle de la part d'un pays de l'OTAN qui attaquerait la Russie directement, en fait, et Poutine considère que envoyer des missiles de longue portée, c'est une attaque directe puisque les Ukrainiens sont incapables de lancer par eux-mêmes ces projectiles. Ce sont des choses très complexes, il faut des coordonnées, il faut du renseignement, il faut savoir utiliser les satellites. Et donc Poutine a dit que une riposte nucléaire n'était pas exclue. Tout le monde se demandait quel serait le type de riposte s'il ripostait.
Certains pensaient qu'il ne riposteraient pas, mais en fait, si. Et donc, il a dit riposte hypersonique non nucléaire. Donc, ça veut dire que les Russes ont en fait inventé un premier degré de la dissuasion, puisque une arme de type hypersonique a un effet extrêmement destructeur, peut-être aussi destructeur qu'une arme nucléaire sans la radioactivité. Voilà, c'est ce que les Russes ont voulu démontrer. Et donc, est-ce qu'on considère que la frappe par missile hypersonique de l'usine ukrainienne est la première utilisation de cette nouvelle doctrine? Alors, voilà une excellente question. On va rappeler un certain nombre d'éléments, d'autant plus que j'en profite pour dire qu'au Courrier des stratèges, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nos analyses depuis mars 2022. D'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, c'est toi qui le premier a attiré l'attention sur les armes hypersoniques, en disant l'Occident est en retard et la Russie et la Chine vont effectivement faire pression sur nous de cette manière. Moi, je me rappelle très bien, on a publié ça dès les premiers jours de la guerre. En fait, tu te souviens, on en a parlé dans une réunion secrète. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est dans une réunion secrète avec des gens que vous connaissez et bref, qui m'expliquaient à l'époque que c'était pas possible. Voilà. Et maintenant, je les vois régulièrement sur YouTube donner des leçons. Je dis, tiens les mecs, bref, c'est anecdotique. Et donc, j'ai été convaincu dès ton premier article que c'était essentiel et j'ai commencé à faire le relevé des frappes hypersoniques. Et il y en a eu régulièrement. Il y en a eu à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois. Mais les premières ont eu lieu en mars 2022. Avec des missiles de type Kinjal ou Zircon. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça a fait très très peur aux Ukrainiens, parce que déjà un missile Kinjal, ça détruit beaucoup. Et c'est pour ça que les Ukrainiens étaient prêts à aller à Istanbul. Sauf que Américains et Britanniques leur ont dit non, c'est pas la peine, vous allez voir, on va finir par user la Russie, etc. Et donc, régulièrement, les Russes ont utilisé à nouveau des missiles Kinjal. Par exemple, on a en mars 2023, on a une frappe qui a été apparemment terrifiante d'un bunker dans la région de Lvov, dans lequel se trouvaient des officiers ou conseillers militaires, appelons-les comme ça, de l'OTAN. Et on a vu dans les mois qui suivaient, les semaines et les mois qui suivaient, qu'il y avait eu beaucoup d'accidents d'hélicoptères aux États-Unis. C'était une épidémie d'accidents d'hélicoptères. En fait, c'était un moyen pour les Américains de dissimuler le fait qu'ils avaient perdu des officiers de l'OTAN. Enfin, des officiers à eux. Et malgré ça, on voit que les Européens et les Américains ne veulent pas accepter cette réalité-là. Et on l'a vu encore après le tir de jeudi dernier, où alors il y a eu le déni presque comique des Ukrainiens eux-mêmes en disant non mais en fait il n'y a pas eu de frappe, ce missile n'existe pas, un missile qui s'appelle Noisette, c'est-à-dire Oreshnik. Les Russes sont des poètes. Et donc, ils ont envoyé un truc terrifiant, ils l'appellent Noisette. Mais même, on a vu notre inénarrable ministre des Affaires étrangères faire un numéro à la BBC sur le mode « même pas peur ». Et ça ne va pas nous dissuader. Il n'empêche que samedi soir, il y avait donc sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'ai insisté la semaine dernière sur le fait qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Sur les réseaux sociaux, il y avait tout d'un coup l'idée qu'il y avait des scalps qui avaient été envoyés, des missiles français qui avaient été envoyés, que donc c'était bien ce que Barrot avait dit, on allait défier les Russes. Et puis, au bout de 2-3 heures, il était dit, mais non, c'est des drones. Et les Russes eux-mêmes ont dit, mais non, c'est des drones qui ont été tirés. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça, mais il y a quand même, on voit qu'il y a un combat jusqu'aux États-Unis entre les néoconservateurs qui font semblant de ne pas avoir peur et le Pentagone qui commence à trouver que la plaisanterie a assez duré et qu'il faudrait peut-être se calmer. Alors, ça renvoie à quelque chose d'autre, c'est que le Pentagone est terrifié, et j'utilise volontairement le mot, c'est pas une expression, par la modernisation de l'armement nucléaire russe et la vétusté relative, mais il n'empêche, elle est embêtante pour les Américains, de leur propre armement nucléaire. Et donc le Pentagone est convaincu qu'il n'est pas possible de mener une guerre nucléaire avec la Russie actuellement.
D'où la volonté de temporiser. Mais les néocons, eux, voudraient aller à la crise. Avant l'arrivée de Trump. Avant l'arrivée de Trump. Voilà où on en est. Dans la pratique, est-ce qu'il y a un risque, puisque par ailleurs Poutine a dit tous ceux qui fournissent des missiles envoyés sur le sol russe sont complices et donc en état de guerre avec nous. Est-ce que nous sommes en état de guerre avec la Russie? Et est-ce qu'il y a un risque d'un affrontement réel et notamment de bombardement du territoire français par des missiles hypersoniques? Alors, est-ce qu'on est en état de guerre? Si on écoute Jean-Noël Barrot, oui. Je pense qu'il y a une inconscience totale, hein. Il faut quand même le souligner, c'est l'occasion, puisqu'on traite ce sujet, il y a une inconscience totale. Je pense que M. Barrot ne se rend pas compte de ce que c'est que cette arme. J'insiste sur le fait, parce que les Ukrainiens aussi ont dit, c'est rien passé. On a des témoignages des habitants à proximité de l'usine, qui ont dit que d'abord ils ont ressenti une sorte de tremblement de terre et qu'ensuite, quand ils sont allés voir, il n'y avait plus rien de l'usine. Donc ça, c'est des témoignages directs. Le SBU, le service secret, service de renseignement ukrainien, a tout de suite bouclé la zone, enfin dans les heures qui suivaient, justement pour éviter que ce genre de témoignages se multiplie. Donc pour ceux qui disent « Ah oui, mais on a lu que en fait il n'y avait pas eu de destruction, que c'était du bluff de Poutine », c'est pas du tout ce qu'ont vu les habitants de la région. Et ça a été confirmé par plusieurs sources tout à fait fiables, des experts militaires qui suivent la guerre d'Ukraine de près. Donc je pense que M. Barrot ne sait pas de quoi il s'agit, il ne se rend pas compte, et on va lui laisser le bénéfice du doute. Il ne doit pas être idiot et il doit pas être totalement suicidaire. Bon, et on espère en tout cas. Je pense que du côté de l'état-major français, je suppose, c'est comme du côté du Pentagone, on doit commencer à réfléchir en se disant que c'est peut-être pas la peine de prendre de tels risques. Mais objectivement, s'il y avait de nouveaux tirs de Scalp, si les Britanniques refaisaient des tirs de Storm Shadow ou les Américains des tirs de leurs Atacom, là, les trois pays seraient ouvertement exposés, effectivement, à une riposte russe dont on ne sait pas la forme qu'elle prend. Sur le territoire. Éventuellement sur leur territoire. Mais oui, est-ce que la Russie a aujourd'hui les moyens de frapper, par exemple, le sol français avec des missiles hypersoniques? Eh ben, il faut le missile qui a été envoyé. On considère qu'il a été envoyé d'environ 1000 km par rapport à l'objectif, mais certains ont fait le calcul. En 20 minutes, il touche Paris ou un objectif en France, et peut-être même encore plus vite s'il est tiré de plus près. Donc les Russes ont prévenu les Américains de leur frappe à Dnipro 30 minutes avant, puisque c'est le délai normalement pour éviter qu'il y ait un malentendu sur une éventuelle frappe nucléaire. Mais là, 30 minutes, en fait, en 15 minutes, Paris serait atteint. Donc en fait, nous vivons très dangereusement avec une classe politique qui est tout à fait inconsciente. Alors, je suis frappé de voir le silence de la presse française sur ces sujets. Et une certaine loquacité de la presse anglo-saxonne. Je crois que c'est le Financial Times, encore une fois, qui expliquait que les Anglais se souciaient de la résilience de la société britannique. Alors, c'est une expression très pudique, mais ils disent « la Suède s'est organisée pour surmonter une attaque russe et pour agir en cas d'attaque russe ». Alors, agir, c'est notamment les stratégies de survie, est-ce qu'on a assez à manger, à boire dans les maisons en cas d'attaque, etc. Et je crois que les Anglais vont créer un centre de résilience de la société britannique. J'ai commencé à voir ce matin dans la presse française à propos, le SNU, ça pourrait être utile en cas de remobilisation parce que ce serait un premier pied. Est-ce que tu as l'impression que la société française aujourd'hui et que le gouvernement, la caste en France, est-elle consciente des risques qu'elle prend et au fond de la rupture qu'on pourrait connaître si des Jean-Noël Barrot, des Benjamin Haddad vivaient leur vie de néoconservateurs sans état d'âme. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, à quel risque nous expose-t-il? Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis 2 ans, puisque en enquêtant, j'ai eu des échanges avec des gens de la caste, comme tu dis. C'est d'abord la sous-estimation de la Russie.
Je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose qui est une... Je sais pas comment on peut l'expliquer, peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus, mais il y a un mépris de la Russie. Alors, moi j'ai une hypothèse qui est invisible, mais moi ce qui me frappe, il y a ce fameux livre Barbarossa qui raconte l'opération Barbarossa de 1941, où les auteurs du livre montrent de façon très sourcée, parce que c'était un pavé énorme, comment les Allemands, les Allemands sous le nazisme, avaient un mépris souverain pour la Russie, considérant que les Russes étaient des moujiks incapables des Slaves, des sous-hommes. Et comment ils ont été, à la longue, surpris par la capacité, notamment la résilience de la société russe. Quelque chose que nous avons vécu sous Napoléon, mais nous n'étions pas nés. Et je pense que en France, une partie, en réalité, je vais le dire comme ça, les États-Unis se sont appuyés après 1945 pour reconstituer le paysage politique français sur les nostalgiques de la milice. Tous ceux qui avaient dit il faut lutter contre le bolchevisme. Et que nous sommes héritiers, et notamment je pense qu'au Parti socialiste en France c'est le cas, mais pas que, nous sommes héritiers de cette vision profondément raciale du slave, et que nous ne sommes pas capables de nous dire mais c'est aussi des humains qui pourraient nous nuire. Et ça, je suis absolument persuadé, quand on regarde l'ami américain de Branca, on voit comment les États-Unis se sont appuyés sur des gens qui avaient eu notamment une attitude équivoque pendant la guerre, on pense à François Mitterrand par exemple, et là-dessus, je pense qu'il y a en France un héritage de cette vision de l'Europe. Alors je pense qu'en plus, dans la plus jeune génération, on va dire les 68ards, au fond, on ne pardonne pas à la Russie d'avoir montré l'échec du communisme. Et je crois que la différence d'attitude vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie, les Chinois, ils ont transformé le communisme, et ils le sont quand même encore. Par bien des aspects. Alors que les Russes, eux, ils se sont débarrassés du communisme, et au fond, je pense qu'une partie de l'intelligentsia française ne leur pardonne pas, parce que l'utopie a été démolie. Il me semble, hein. Il faudrait creuser pour la plus jeune génération. Il y a une histoire de la russophobie en France qui reste à écrire. Alors, toujours est-il que cette russophobie, elle existe, et qu'elle s'exprime, je pense, de manière, je l'ai constaté jusque dans l'état-major, de manière très méprisante. Bon. Et donc, c'est très difficile d'accepter cette nouvelle réalité, parce que, objectivement, si on regarde bien, et encore une fois, j'insiste, la frappe à Dnipro a été absolument terrifiante. Hein. Il y a eu un effet de tremblement de terre, que le SBU fait tout pour taire. Il n'y aura pas de photos. On a montré des photos satellites de frappes antérieures. On a dit, regardez, en fait, ils ont quasiment rien touché. Sauf que, visiblement, il y a des tas de problèmes. Il y aurait aussi des ingénieurs de Rheinmetall qui seraient passés dans l'histoire. Il y aurait des Britanniques, il y aurait des Américains. Donc, les choses ne sont pas claires du tout. Là, je dis il y aurait, parce que j'ai pas de preuves. En revanche, les preuves qu'on a, c'est sur l'effet dévastateur de la frappe. Alors, évidemment, si on regarde ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Russes ont vraiment fabriqué des armes redoutables. Tout le monde avait rigolé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le 1er mars 2018, on avait dit « Ah, regardez les vidéos de Poutine, c'est un jeu vidéo, etc. » Sauf que là, visiblement, ces armes, elles existent. Les mêmes qui nous expliquaient que Poutine avait un cancer, qu'il était fou. Voilà. Alors, on sait que les Américains se battent et qu'ils n'arrivent pas. Alors, il y aurait peut-être eu un essai il y a quelques jours réussi, le premier essai de missile hypersonique américain, mais un essai. Et les spécialistes considèrent aujourd'hui que les Russes ont 20 ans d'avance sur ces armes et les Chinois 10 ans d'avance sur les Américains. Donc, c'est tout à fait considérable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Russes, si on prend ça au sérieux, les Russes sont dans la situation où étaient les Américains entre 1945 et 1949, quand ils étaient les seuls à avoir la bombe atomique. Alors là, c'est pas la bombe atomique, ce sont des vecteurs particuliers que visiblement les Américains ne sont pas capables d'arrêter, ni les autres pays de l'OTAN. Donc ça devient très embêtant, il va falloir se confronter à ça, mais c'est dur d'accepter cette réalité et d'accepter que on n'a pas vu le redressement de l'armée russe. Est-ce que tu penses que cet aveuglement, mais l'aveuglement, la sous-évaluation de l'ennemi est un élément récurrent dans les guerres. On pense là aussi lorsque
les monarchies européennes ont attaqué les troupes révolutionnaires françaises, elles étaient convaincues qu'on allait les balayer. Est-ce que cette sous-évaluation, cet aveuglement, peut nous mener à un conflit nucléaire? Alors, la grande nouvelle, et c'est là que j'insiste sur ce qu'on a publié dans le Courrier des stratèges, puisque on a insisté sur le fait que maintenant il y avait 2 niveaux de la dissuasion, et qu'il y avait un niveau non nucléaire de la dissuasion. Évidemment, tout le monde a entendu que Poutine disait « ça aurait pu être des têtes nucléaires ». Mais on peut le comprendre aussi en sens inverse en disant, regardez, nous n'avons même pas besoin d'aller jusqu'à la frappe nucléaire pour vous détruire de manière dévastatrice. Et on peut supposer que, puisque tout le monde dit Poutine, il est fou, il est irrationnel, peut-être est-il plus rationnel que ce que nous pensons, et qu'il se dit que si c'est pas la peine d'aller au niveau nucléaire, si on peut déjà détruire l'adversaire avec une dissuasion pré-nucléaire, autant le faire comme ça. Donc ça peut s'arrêter avant. Si les Américains voulaient riposter, étant donné qu'ils n'ont pas d'armes hypersoniques, eux ils n'ont pas le choix, ils doivent aller à l'arme nucléaire. Effectivement, il y a une asymétrie de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut dire 3 mots avant de nous quitter? Parce que je vais me faire engueuler parce que je renifle. Alors. Donc on va faire une émission de 45 minutes. Est-ce qu'on peut dire 3 mots de Trump et Poutine, Trump et le conflit en Ukraine? Alors c'est là que j'ai fait un article effectivement vendredi pour insister là-dessus. Puis on a aussi notre ami Alexandre N, notre mystérieux Alexandre N, qui a fait un article aussi. C'est toi en fait qui écrit. Non, il existe vraiment. Il existe vraiment. Mais même sous la torture, je ne révélerai pas son identité. Amenez-nous une chèvre, qu'elle lui lèche les pieds, on va voir combien tu t'es. Et donc. On m'a dit, je vais le vexer parce qu'il regarde peut-être, son article était un peu foutraque. Il a son franc-parler. Voilà. Il a son franc-parler. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Écoute, c'est toi qui l'as. Et il est assez direct dans ses analyses. Et il a une énorme expérience de toutes ces questions militaires. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le message de Poutine, il n'est pas seulement vis-à-vis des néoconservateurs actuels et de l'équipe Biden. Ça, je crois que c'est très important à comprendre. Parce qu'après tout, Poutine n'était sans doute pas obligé de riposter comme il l'a fait. Il aurait pu dire ils n'ont pas vraiment franchi la ligne, et puis de toute façon l'armée russe avance en Ukraine, et c'est une question de mois maintenant pour arriver éventuellement même jusqu'au Dniepr. Donc il aurait pu laisser filer. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Je suis convaincu que c'est aussi un signal très clair envoyé à Trump. Parce que quand on réfléchit bien, Trump arrive en disant je vais négocier, Poutine va être séduit, etc. Sauf que Poutine ne va pas être séduit du tout, parce qu'il a gardé un mauvais souvenir du premier mandat de Trump, où Trump disait je veux m'entendre avec la Russie, puis finalement rien ne s'est produit, au contraire. Et donc là, je crois que Poutine veut marquer très clairement où est la ligne. D'ailleurs, le chargé de la transition au Pentagone entre l'équipe Biden et l'équipe Trump a fait le fanfaron ce week-end en disant mais vous allez voir ce que vous allez voir, si Poutine n'accepte pas nos propositions, à ce moment-là on armera encore plus les Ukrainiens. Et donc là je pense que Poutine veut couper court à ça d'emblée. Alors il y a d'autres échos dans l'équipe Trump qui disent au contraire nous allons négocier, mais je me permets de dire à ceux qui nous écoutent, je serai très prudent. Et je pense que Trump, en 2017-18, il pouvait négocier en position de force avec Poutine. Maintenant, c'est fini. C'est Poutine qui est en position de force vis-à-vis de lui. Et moi, je verrais bien un Trump à l'orgueil patriotique blessé et du coup se raidissant. C'est possible, ça. Alors, au passage, puisque moi je trouve ça très marrant, toutes ces informations qui traînent, Trump a annoncé, il est question que Trump exclut de l'armée américaine les 15 000 transgenres, et il paraît qu'ils sont beaucoup plus, qui sont dans l'armée.
Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as vu cette information? Alors j'ai vu cette information, d'ailleurs c'est assez typique. Je pense que Trump va être principalement happé par les problèmes de politique intérieure et par la question de la reconstruction d'une puissance américaine assez ébranlée par différentes choses, dont le wokisme. Parce que parallèlement, Poutine a annoncé l'interdiction d'adoption d'enfants russes dans des pays qui autorisent la transition de genre. Donc je trouve que ces deux événements qui sont étrangers à la politique étrangère en soi montrent bien qu'il y a au fond, comme disait je ne sais plus qui, un conflit de civilisation aujourd'hui qui n'est pas celui qu'on croit. C'est que le conflit de civilisation, il est entre cette idéologie très progressiste et puis la vision à l'ancienne de Poutine. Mais ça pose quand même une question sur la crédibilité de l'armée américaine. 15 000 transgenres dans l'armée américaine. Et même peut-être plus selon les... Les Chinois en ont fait des gorges chaudes. Il y a des vidéos qui ont circulé montrant l'armée russe, l'armée chinoise et l'armée américaine. Et en faisant des gorges chaudes. Donc, est-ce qu'il y a des transgenres dans l'armée russe? En tout cas, on n'en a pas entendu parler. Parce que je pense que nos journalistes, s'il y en avait, auraient mis ça en avant pour dire vous voyez bien, Poutine ne tient rien. Donc c'est peu probable. Mais pour l'armée américaine, il y a un autre problème qui est celui de la capacité à enrôler des combattants dans les jeunes générations. Puisqu'on estime qu'il y a 50% de la jeune génération qui est incapable de servir dans l'armée, par exemple pour des problèmes d'obésité. Alors, on va quand même un tout petit peu taquiner Poutine, parce que si je te laisse faire, tu ne le feras pas, de sua sponte. Donc, je voyais là aussi dans la presse anglo-saxonne, qui est, je le redis, beaucoup plus diserte et beaucoup plus libre que notre presse. Bien sûr. Donc la presse anglo-saxonne soulignait le poids des soldats nord-coréens dans l'armée russe. Et il y a une nouvelle affaire qui est soulevée, peut-être que tu n'as pas eu le temps de regarder, qui est que visiblement il y a des récits de Houthis, donc de Yéménites, qui ont été enrôlés un peu à leur insu dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. Alors, premièrement, je ne crois pas qu'il y ait de soldats nord-coréens à proximité de l'Ukraine. Il y a eu des manœuvres communes en Extrême-Orient. Je pense que ça, c'est une fake news que Zelensky a mis en avant pour justifier en particulier les frappes de missiles. C'est un avis personnel. Je pourrais le défendre. Je pense que là, la presse anglo-saxonne reprend des éléments de propagande. Deuxièmement, oui, il y a des Houthis. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'insu de leur plein gré. Je pense qu'il y a des volontaires, de même qu'il y a des volontaires d'autres pays qui sont venus, parce qu'en échange, la Russie a équipé en missiles, on dit même hypersoniques, c'est des modèles plus petits, mais le mouvement combattant d'Ansarallah. Ça fait quand même, ce conflit, autant du côté de l'Ukraine que du côté de la Russie, ça fait un peu laboratoire des guerres futures. Oui, alors... Et de l'ordre du monde futur. Les Houthis, c'est intéressant, puisque plusieurs experts disaient Poutine ne ripostera pas directement, en revanche, il fera riposter par les Houthis. C'était une des hypothèses qui circulait la semaine dernière, c'est-à-dire une frappe de Houthis, par exemple, sur un bateau de la flotte américaine dans la mer Rouge. Ça veut dire qu'il y a une interconnexion entre les deux fronts, celui du conflit du Proche-Orient et celui d'Ukraine. Alors, on essayera de faire, je vais avec toi mercredi prochain, t'es pas là, on refera mercredi prochain, pas cette semaine, mais le mercredi prochain, une interview avec Thierry sur... la situation au Proche-Orient, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler. Elle est assez confuse, puisque d'un côté, il y a un raidissement israélien vis-à-vis des colonies et de la guerre au Liban, enfin vis-à-vis du Liban, et en même temps, il y a un raidissement des institutions israéliennes vis-à-vis de Netanyahou. Oui. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais est-ce que tu veux en dire 3 mots rapidement Alors, rapidement, il y a donc effectivement une intensification des frappes et sur Gaza et sur le Liban. J'insiste, et j'insiste sur le fait que
au Liban, Israël frappe toutes les populations, des sunnites, des chiites, des chrétiens. Enfin, il faut qu'on arrête avec cette idée qu'Israël combattrait le Hezbollah. De même qu'à Gaza, Israël ne combat pas le Hamas, mais veut faire partir la population. Au Liban, il ne combat pas le Hezbollah. Enfin, s'ils le combattent, ils essayent d'avancer. Mais ils essayent de terroriser la population aussi. Hein. Donc ça, il faut insister là-dessus. Deuxième chose, effectivement, il y a un débat. Alors, on ne comprend pas très bien qui est avec qui sur ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre. La dernière chose que j'ai lue, c'est qu'on disait que les services de renseignement voyaient que Netanyahou ne les écoutait pas, n'écoutait pas leurs avertissements avant le 7 octobre et était prêt à une sorte de frappe préventive en essayant de tuer Sinwar et quelques autres chefs du Hamas ou d'autres mouvements palestiniens. La troisième chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'hier, le Hezbollah a procédé à 50 frappes sur Israël et on considère que dans la journée d'hier, donc c'était dimanche, il y a jusqu'à 4 millions d'Israéliens qui ont dû se réfugier dans des abris. Pour éviter les bombardements, en ne sachant pas où ça allait tomber. Donc c'est quand même c'est une guerre qui devient beaucoup plus complexe que ce qu'on nous disait il y a quelques semaines où Israël allait s'enfoncer, le Hezbollah avait été frappé, sa direction avait été décapitée et Israël allait s'enfoncer facilement au Liban. Bon. On se retrouve de toute façon lundi prochain pour notre chaos global. Alors, j'ai pas répondu à une demande que je trouvais très justifiée. Nous sommes le 25 novembre, dernier lundi de novembre d'ailleurs. Nous sommes le 25, si c'est le dernier lundi de novembre. C'est le dernier. Nous sommes le dernier lundi de novembre. On se retrouve lundi prochain, lundi soir, pour un nouveau numéro de chaos global. Et puis pensez à vous abonner à notre fil Telegram. À bientôt.